Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Danny de la chaîne des Deux Pions. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu. Et Jeff, on va répondre à la question, est-ce que c'est le jeu pour les gouverner tous? Oh oui, on vous présente les règles et on vous donne notre avis aussi. Le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu est un jeu édité par Repos Productions et c'est un jeu de l'excellent trio français constitué d'Antoine Boza, Bruno Catala et illustré par Vincent Dutray. On adore ce trio qui nous donne toujours d'excellents jeux, de superbes jeux devrais-je dire. C'est un jeu qui se joue, comme le titre le dit, seulement à 2 joueurs et les parties vont durer entre 30 et 45 minutes. La mécanique principale du jeu est évidemment le card drafting, le repêchage de cartes. On vous explique les règles et on vous revient avec notre avis. Voici la mise en place du jeu Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Vous placez le plateau d'affrontement au centre de la table. Le joueur qui joue la communauté de l'anneau place 2 unités à Arnor et le joueur qui joue Sauron joue 2 unités en Mordor. Placez la piste de la quête de l'anneau ainsi avec les 2 pièces de carton assemblées, le petit module en plastique par-dessus, le Nazgûl au début de la piste ici. Ensuite, vous allez mélanger les tuiles au lieu et en piocher 3 au hasard que vous allez rendre disponibles. Chaque joueur va prendre ses tours, ses 7 tours et ses unités. Le joueur qui va jouer Sauron va prendre 2 pièces. Le joueur qui va jouer la communauté de l'anneau va prendre 3 pièces. C'est toujours Sauron qui débute la partie. Au début de chacune des aires, vous allez placer les cartes sur la table selon la disposition qui est indiquée dans le livre. Donc, les cartes qui vont être blanches comme ceci vont être face visible et les cartes noires face cachée. À l'ère 1, ce sera donc placé ainsi. Il va rester à la fin du placement toujours 3 cartes que vous allez mettre dans la défausse face cachée, comme ça ici. Vont pouvoir être utilisées plus tard. À l'ère 2, on utilise les cartes de l'ère 2. Et à l'ère 3, les cartes de l'ère 3, toujours selon la position indiquée dans le livret de règles. Comme je disais, Sauron débute toujours la partie et à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez soit prendre une carte chapitre ici qui est disponible, c'est-à-dire qu'elle n'est recouverte par aucune carte. Donc, dans l'ère 1, au début de la partie, les 6 cartes du bas ici sont disponibles. Mais c'est impossible de prendre cette carte-là. Et même si cette carte était partie, je ne pourrais pas prendre cette carte-là, car elle est encore recouverte. Dès qu'une carte est complètement découverte, elle est retournée si elle était à l'envers, et elle est maintenant disponible pour être récupérée par un joueur. Quand un joueur récupère une carte, il a 2 options. Il peut payer le coût de la carte et la jouer dans son tableau, ou il peut la défausser pour obtenir un nombre de pièces d'or équivalent à l'ère de la carte. Donc, dans cet exemple-ci, c'est une carte de l'ère 1, donc le joueur obtiendrait une pièce d'or s'il défausse la carte. Lorsque vous allez jouer une carte, vous allez devoir payer le coût. Il est possible que la carte soit gratuite, donc il n'y a aucun coût indiqué ici. À ce moment-là, elle ne coûte rien. Il est possible que la carte ait des symboles compétences, comme ça ici. Donc à ce moment-là, il faudra avoir les symboles dans son tableau ou encore payer une pièce par symbole manquant. Les cartes compétences sont des cartes grises qui possèdent les symboles en question. Voici chacun des symboles compétences qui est possible de retrouver au cours de la partie. Certaines cartes vont afficher un choix de symboles, donc il faudra choisir un ou l'autre lorsqu'on fera l'acquisition d'une carte. À noter que certaines cartes ont un coût en pièces d'or et ce coût ne peut être réduit d'aucune façon. Certaines cartes offrent aussi du chaînage. Donc, par exemple, cette carte de l'ère 1 ici permet de chaîner avec une carte de l'ère 2 pour éviter de payer le coût de la carte. Alors, la carte correspondante de l'ère 2 est celle-ci. Donc, vous voyez que le symbole est correspondant, mais il est à gauche de la carte. Donc, si le joueur a en sa possession une carte avec le symbole correspondant, il n'aura pas à payer ici ces symboles-là s'il a des symboles absents. Donc, la carte est jouée complètement gratuitement. Finalement, à son tour, au lieu de prendre une carte ici et de la jouer ou la défausser pour des pièces d'or, le joueur peut aussi acheter une carte au lieu. Les cartes au lieu, comme les cartes compétences, ont un coût d'acquisition. Le joueur doit donc avoir en sa possession chacun des symboles qui est demandé, les symboles compétences ici, et pour chaque symbole manquant, il devra payer une pièce d'or.
De plus, il y a un surcoût ici pour le nombre de tours qui ont été placés sur le plateau central. Chaque haut lieu permet toujours de placer une tour dans le territoire correspondant. Par exemple, cette carte haut lieu permet aux joueurs de placer une de ces tours dans ce territoire-là qui se trouve ici. Donc, je viendrai placer une tour ici. Mais pour chaque tour que j'ai déjà sur le jeu, je devrais payer une pièce d'or supplémentaire en plus du coût de la carte. Si, par exemple, je voulais acheter cette carte, je paye les symboles manquants ici, s'il m'en manque, et le surcoût serait égal à 2 pièces d'or, car j'ai 2 tours actuellement. Et là, une fois payé, je pourrais venir placer ma tour dans cette région. De plus, chaque tuile au lieu permet d'avoir un pouvoir. Par exemple, ce pouvoir ici permet d'aller chercher un jeton Alliance de son choix parmi 2 pigés dans une des piles. Chaque joueur va jouer ainsi à tour de rôle en prenant une carte ou en prenant un jeton au lieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. À ce moment-là, on va passer à l'âge suivante et c'est le joueur à qui le tour était rendu qui va recommencer l'âge suivant. Petit élément important, lorsqu'une tuile au lieu est prise, il ne faut pas la remplacer immédiatement, elle sera remplacée uniquement à la fin de l'âge. Il y a 3 façons que la partie peut se terminer, soit qu'un joueur, un des 2 joueurs parvient à aboutir au bout de sa piste anneau, donc par exemple pour la communauté, Sam et Frodon se rendent jusqu'au monde du destin, ou le Nazgûl réussit à rattraper avant que ça arrive les 2 personnages ici comme ça. Ça va mettre fin à la partie. Le joueur correspondant va remporter la victoire. Soit qu'un joueur va posséder 6 symboles différents, donc le soutien des peuples, ou encore un joueur va avoir une présence militaire dans chacune des 7 régions du plateau de la Terre du Milieu. Une tour permet d'avoir une présence jusqu'à la fin de la partie, peu importe qu'il y ait une unité ou non. Si aucune de ces 3 conditions de victoire n'a lieu à la fin du chapitre 3, le joueur qui a le plus de présence en Terre du Milieu remporte la partie. En cas d'égalité, encore une fois, la victoire est partagée. Parlons maintenant en détail de chacune des cartes qu'il est possible d'obtenir. Il y a les cartes de l'anneau, les cartes bleues, qui vont permettre de déplacer l'un des 2 personnages de la piste de l'anneau. Si Sauron joue une carte anneau, le Nazgûl va se déplacer d'une position vers Sam et Frodon. Et si jamais le Nazgûl arrive sur une case où il y a un symbole, il va obtenir le bonus correspondant. Par exemple, ici, il va obtenir une pièce d'or et ici, il va mettre une troupe sur la Terre du Milieu. Il y a des symboles aussi doubles, comme ceci, qui vont faire avancer le personnage de 2 positions. Il y a les cartes jaunes qui vont permettre d'obtenir des pièces d'or, tout simplement. Il y a les cartes compétences grises qui vont permettre d'obtenir des compétences qui permettent de payer pour obtenir les cartes. Il y a des cartes simples, il y a des cartes avec 2 symboles, il y a des cartes avec des symboles à choisir. Par exemple, cette carte offre l'un des 3 symboles à chaque fois qu'on fait l'acquisition d'une carte. Par exemple, ici, j'aurais pu obtenir 1 point et 2 cœurs pour payer pour cette carte-là. Il y a les cartes vertes qui permettent d'obtenir le soutien des peuples. Donc, ils vont donner des symboles comme ça ici. Un symbole pour chacun des peuples. Donc, il y a 6 symboles différents à collectionner représentant chacun des peuples de la Terre du Milieu. Si un joueur joue un 2e symbole identique dans son tableau, à ce moment-là, le joueur va obtenir le soutien de ce peuple. Il va aller chercher les 2 premiers jetons de la pile correspondante. Il va les révéler et il va choisir un des 2 qu'il va ajouter dans son tableau. Et l'autre va être retourné sur le dessus de la pioche correspondante, comme ça ici. Donc l'autre joueur va savoir qu'est-ce qui se trouve sur le dessus de cette pioche. Une fois par partie, lorsqu'un joueur obtient 3 symboles différents, il va pouvoir aller chercher le soutien de ces 3 peuples-là. Donc, à ce moment-là, il va ramasser le premier jeton de chacune des pioches correspondantes. Donc, par exemple, une potion, une pipe et un corps ici. On va révéler les 3 jetons. Le joueur va choisir l'un des 3 jetons et il va replacer les 2 autres jetons sur le dessus des piles correspondantes, comme ça ici.
Ce pouvoir-là est faisable une seule fois par partie. De toute façon, si un joueur obtient les 6 symboles différents, il remporte automatiquement la partie. Ensuite, il y a les cartes rouges qui sont les cartes militaires. Les cartes rouges vont permettre de placer des troupes dans des territoires sur la terre du milieu. Chaque carte rouge va permettre de placer un nombre indiqué de troupes dans l'un ou l'autre des territoires qui est spécifié ici. Par exemple, si c'est Sauron qui joue, en ce moment, il va pouvoir placer une troupe dans le Gondor ou une troupe dans le Rohan. Alors, supposons que, comme il y a déjà une tour dans le Rohan, il va placer une troupe dans le Gondor. Il y a des cartes qui vont permettre de placer 2 troupes ou plus. Donc, c'est le même principe. Donc, supposons que cette fois, c'est la communauté de l'anneau qui joue cette carte. Il peut placer 2 troupes dans le Gondor ou dans le Mordor. Supposons que le joueur décide de placer ces 2 troupes dans le Gondor. Il y aura à ce moment-là un conflit, car les troupes des deux factions se trouvent dans le même territoire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Chaque troupe va éliminer une troupe adverse. Donc, par exemple, ici, cette troupe-là élimine cette troupe-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule faction présente dans ce secteur. Donc, à ce moment-ci, la communauté de l'anneau aurait libéré la présence de Sauron dans ce territoire et ce serait lui qui aurait une présence. Finalement, il y a les cartes mauves dans l'âge 3 qui vont permettre d'être très agressif. Par exemple, ici, supprimer des troupes n'importe où de l'adversaire. Donc, par exemple, si c'est Sauron qui joue, il va pouvoir éliminer une troupe de la communauté de l'anneau sur n'importe quel territoire et va permettre aussi de retirer des pièces de la réserve du joueur. Et finalement, cette carte-ci va donner des déplacements sur la carte. Donc, n'importe où. Par exemple, si c'est Sauron qui joue, avec 3 mouvements, 3 déplacements, il pourrait utiliser un de ces déplacements pour envoyer une troupe au Rohan et un autre déplacement pour envoyer une troupe ici au Gondor. À ce moment-là, il y aurait un conflit. Même principe, les 2 unités s'éliminent et il n'y aurait plus personne qui resterait au Gondor. Je rappelle que si Sam et Frodon atteignent la montagne du destin, le joueur de la communauté remporte la partie, mais si avant que ça arrive, le Nazgûl rattrape Sam et Frodon, c'est Sauron qui remporte la partie. Premièrement, Jeff, merci pour ces explications des règles détaillées. Et maintenant, on tombe à la section de notre avis. Donc, on va commencer tranquillement en parlant de la direction artistique, donc la qualité des images. Qu'est-ce que tu as pensé de la plume de Vincent Dutray dans ce jeu? Oui. Bien, tu sais, le visuel, c'est la première chose qu'on voit quand on prend un jeu dans nos mains, quand on le voit sur l'étagère. Donc, c'est important que ça frappe. Déjà, la couverture, je la trouve vraiment belle. Je la trouve intéressante, attirante. Les couleurs, je ne te cacherai pas que je suis un fan fini de Vincent Dutray. Tous les jeux dans lesquels il est impliqué, dans lesquels il fait des illustrations, je les trouve vraiment super beaux. Il a vraiment son style à lui, un style un peu plus... je ne sais pas comment le dire, on reconnaît facilement son trait, mais c'est très coloré. Il y a des cartes qui sont vraiment superbes, là, puis entre autres, là, quand il y a des paysages à faire, les paysages sont extraordinaires. Donc, moi, c'est certain que je suis vendu Vincent Dutray, donc j'ai trouvé le visuel très, très beau. Il y a une plume qui mélange les couleurs que j'aime vraiment. Au début, la première fois que j'ai vu, j'ai comme fait, je pensais que j'aimais plus vraiment le style de dessin réaliste, très clean, mais je me suis fait charmer, puis plus j'en vois, plus j'apprécie. Puis celle-là, je l'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'à travers les 3 chapitres, exemple, on voit Gollum sur les cartes bleues qui nous permet d'avoir un anneau. Les images évoluent de chapitre en chapitre. Quand on voit des cartes rouges, on voit l'armée de Rukai et tout ça. Ça me fait redécouvrir un film, puis on va se dire, le premier film du Seigneur des Anneaux, ça fait quand même plusieurs années, mais je vois juste des images. Je me rappelle des scènes épiques de 20 minutes des films. J'adore ça, là, pour vrai. Là, la plume artistique, j'ai vraiment apprécié. J'aurais aimé, pareil, qu'il y ait... il y a quelques illustrations qui se répètent sur des cartes. Il y a des cartes qui sont à peu près identiques. J'aurais aimé avoir des illustrations différentes, mais ça, c'est juste parce que je peux en prendre tant qu'il y en a du Vincent Dutray. Là, fait que c'est très,
très égoïste de ma part, j'en aurais pris plus, mais évidemment, ça aurait coûté plus cher. Mais par contre, il y a peut-être un petit détail là, que je veux signifier, c'est que au niveau de la qualité des cartes, c'est un jeu de cartes principalement, hein, c'est un jeu de repêchage de cartes, donc on joue beaucoup avec les cartes. Je les ai trouvées un petit peu minces. J'aurais aimé qu'elles soient un peu plus de qualité, un peu plus épaisses, surtout pour un jeu qui va se vendre très, très bien, là, c'est clair. Là. Donc, tu sais, il y aurait probablement eu le budget, mais au pire, tu mets une petite sleeve, puis ça règle le problème. Mais je trouvais qu'il était un petit peu, tu sais, qu'il avait tendance à rondir. Là. Il n'était pas très épaisse. Ouais. Nous, on l'avait sleevé, puis dépendant, il y a des qualités de sleeve, mais tu sais, on prenait une sleeve de qualité, on va dire ça comme ça. Donc, il n'y avait pas vraiment le problème, mais je comprendrais quelqu'un qui ne sleeve pas son jeu, que par la minceur des cartes d'origine, il pourrait s'abîmer plus rapidement que certains jeux là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment aimé les armées, les tours et surtout les armées, les vraiment, ils sont tous mignons, ouais. Ah oui, ils sont vraiment cute. Ouais. Puis l'interaction sur le plateau. Le plateau est petit, mais efficace quand même. Tu sais, des fois, il y a des plateaux de guerre qui sont trop petits, puis on surcharge de jetons dessus. Là, on en enlève, on en remet. Donc, j'ai vraiment aimé les pions. Le reste du matériel, la piste de l'anneau, la piste de l'anneau, je l'ai trouvé quand même spéciale. Ouais. Oui, c'était la première fois. Puis, tu sais, c'est quand même une mécanique de souk à la corde, comme dans Seven Wonders Duel, qui était un bouclier qui s'en allait complètement d'un côté ou de l'autre pour gagner la partie. Là, Frodo et Sam doivent se rendre jusqu'au volcan, mais pendant ce temps-là, les Nazgûl rétrécissent. Ils ne peuvent jamais reculer. Exactement. Puis ça m'a surpris parce que tu as parlé justement du mécanique de souk à la corde, qui est un mécanisme que j'aimais beaucoup dans Seven Wonders, que j'aime beaucoup dans Seven Wonders. Dans plusieurs jeux de duel aussi. Oui, exactement. Là. Mais là, j'ai comme envie de dire que c'est pas vraiment un souk à la corde parce que tu peux jamais, quand tu joues Sam et Frodon, tu peux jamais t'éloigner du Nazgûl. Tu peux juste te rapprocher de la montagne du destin. Donc ça, je ne sais pas encore si j'aime ça plus que le souk à la corde. Je suis indécis encore parce que ce que ça fait, c'est que le joueur qui va jouer Sam et Frodon va devoir jouer les cartes anneaux, mais pas pour s'éloigner du Nazgûl, pour l'empêcher de se rapprocher ou si on décide d'aller vraiment dans cette stratégie-là à fond, pour essayer de se rendre à la montagne du destin. Donc ça, c'est légèrement différent par rapport à Seven Wonders Duel, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ce jeu-là reprend Seven Wonders Duel dans peut-être 70% de ses mécanismes, là, à peu près. Oui, tout à fait. Mais plus on avance, que ce soit le Nazgûl ou Sam et Frodon, plus les bonus sont bons, on va dire ça comme ça. Là, au début, tu gagnes une pièce d'or ou quoi que ce soit, puis à la fin, tu peux enlever une troupe sur le plateau ou enlever une tour. J'ai aimé quand même, parce qu'on parlait du matériel, j'ai trouvé ça quand même très imaginatif, là, la barre transparente qui transporte les Hobbits et le Nazgûl. J'ai trouvé ça bien, honnêtement. Qu'est-ce qu'on a pensé du jeu maintenant? Parce qu'on a dit qu'on allait répondre à la question, est-ce que c'est bien le jeu pour les gouverner tous? Est-ce que ce jeu-là est tellement excellent que vous allez pouvoir vendre tous les jeux de votre collection? On va en parler. On va aller peut-être dans les détails. La piste de l'anneau, on en a parlé. Je voulais en parler. Pour ceux qui connaissent Seven Wonders Duel, on a remplacé les merveilles par les hauts lieux. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça sympathique. En fait, tout le mécanisme, tu sais, le jeu il a été simplifié. Hein. Tout le mécanisme d'achat et de revente des cartes a été revu et simplifié. C'est une pièce à l'âge 1, 2 pièces à l'âge 2, 3 pièces à l'âge 3. Il n'y a pas de calcul de combien tu en as, combien j'en ai. Donc, ce bout-là a été simplifié. Et l'achat des cartes avec les compétences. Donc, si tu n'as pas une compétence, tu payes une pièce tout simplement. C'est très, très simplifié. Et les hauts lieux qui remplacent les merveilles viennent reprendre un peu ce mécanisme-là. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça intéressant d'aller acheter des hauts lieux, mais il n'y a plus personne qui possède quelque chose. C'est une rivière, donc on peut aller les acheter. Puis il y a une compétition tout le long à savoir qui va aller acheter laquelle et quand. Les hauts lieux, il y en a 7 dans le jeu. Puis ce que ça permet de faire, c'est de mettre une tour. Et mettre une tour dans ce jeu-là, c'est très important, c'est ça. Ça peut faire gagner une partie pour conquérir toutes les régions. Les hauts lieux peuvent nous faire gagner une partie. Ouais. Effectivement. Et le surcoût aussi que tu vas payer fait que tu peux pas facilement réussir à mettre tes 7 tours. Tu vas mettre probablement 3-4 tours dans une partie, puis après ça, tu vas compléter avec les troupes. Donc, j'ai beaucoup aimé ce système-là. Peut-être juste revenir sur, pour les gens, là, il y a 3 façons de gagner. Hein. Soit qu'on gagne par la présence dans la Terre du Milieu, être présent dans toutes les régions. On peut gagner en atteignant, soit en rattrapant les Hobbits ou en atteignant la montagne, selon quel côté on joue. On peut gagner aussi en ayant la faveur de 6 peuples.
donc en Oui. prenant des cartes vertes, ce qui remplace un petit peu les cartes science de Seven Tout à fait. Wonders. Moi, j'ai beaucoup joué avec les effets des peuples. Évidemment, il y a les hobbits qui rajoutent. C'est 3 jetons. Fait que tu les as brassés. Ouais. Tu en prends 2 des 3 et tu en choisis un des 2. Parmi les hobbits, il y a une espèce de plume qui est les aigles. Fait qu'on se souviendra que les hobbits sautent sur le dos des aigles pendant le film. C'est une scène épique et tout. Donc, ça rajoute un 7e symbole qui nous permet de gagner avec les jetons sciences qui sont de rallier les peuples en fin de compte. Mais il y a des pouvoirs. Moi, j'en avais un pendant la partie. À chaque fois que j'achetais une carte rouge, je mettais une troupe de plus sur le plateau. Donc, ça, c'est le peuple des humains. C'est que ça. Si tu peux. Ils sont super intéressants. Quand tu as 2 symboles pareils, tu vas chercher ça. C'est très intéressant. Ou 3 différents. Oui, c'est ça. Ils ont rajouté quelque chose, mais trompez-vous pas, c'est une seule fois par partie. Aussitôt que vous avez 3 symboles différents, vous prenez un jeton des 3 races, des 3 peuples différents. Vous en choisissez un parmi les 3. Et ça vous permet vraiment de créer une mécanique dans votre partie qui va axer votre partie sur un objectif le plus facilement. Là. Et pourquoi, Danny, c'est une seule fois par partie? Parce que si tu étais rendu à 2 fois, tu aurais 6 peuples différents, donc tu as automatiquement gagné. C'est pour ça. Oui, effectivement. Oui. Mais oui, j'ai bien aimé les jetons pouvoir. Moi, dans les parties que j'ai jouées, j'ai eu souvent, par hasard, le pouvoir de je me souviens plus quel peuple, mais qui t'empêche de payer le surcoût finalement pour les tours. Quand tu mets des tours, tu ne payes pas Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, mais j'ai essayé de réussir avec les peuples. Pas les peuples, mais en contrôlant la terre du milieu. J'ai perdu une partie à cause des sorciers. Les sorciers pouvaient mettre 2 troupes où est-ce qu'ils voulaient. Fait qu'il y avait 2 terrains qui étaient vides. Un soldat là, un soldat là, c'est fini. J'ai perdu la partie à cause de ça, Okay. Mais c'est le fun. J'aime ça. Oui, il faut que tu surveilles toutes les options possibles parce que tout peut te faire perdre la partie ou tout peut te faire gagner. Donc, c'est vrai. Ouais. C'est ça, qu'on révèle une carte. Une chose que j'ai peut-être un petit peu moins aimé par rapport à Seven Wonders Duel, parce qu'on a dit qu'on allait le comparer, c'est les cartes jaunes. Dans Seven Wonders Duel, les cartes jaunes peuvent vraiment être une stratégie pour essayer de remporter la partie, faire beaucoup d'argent, enlever de l'argent à l'autre joueur, l'essouffler, tout ça. Là, ils ont simplifié ça à l'extrême, c'est-à-dire tu prends une carte, ça te donne 2 ou 4 pièces, c'est pas mal tout. Là, ça ne fait pas d'autre chose. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait un petit quelque chose. C'est sûr que tu peux avoir un jeton peuple qui va te permettre de rejouer quand tu prends une pièce jaune ou de faire avancer l'anneau. Je me souviens plus où il y a peut-être même les deux, là, mais il faut que tu ailles chercher quand même un jeton peuple pour que les cartes jaunes valent de quoi. Mais en même temps, des fois, tu n'as pas le choix d'en prendre parce que les pièces sont quand même importantes dans le jeu. Mais j'ai trouvé qu'ils ont simplifié beaucoup les pièces jaunes de mon côté. Ben, je vais te questionner sur une question que je considère pertinente, considérant que Seven Wonders Duel a eu 2 extensions, Agora et Panthéon. Puis j'ai maîtrise très bien. J'ai joué vraiment beaucoup de parties. Là. Je vais donner un exemple. Là. Tout le monde sait que dans Le Seigneur des Anneaux, les nains sont sur leur montagne d'argent et tout. Aussitôt que vous avez 15 pièces d'or, vous gagnez la partie. Vous êtes le roi des nains. Puis, ou les elfes, l'immortalité, je ne sais pas trop. Mais est-ce que ça serait possible? Parce que la mécanique, comme tu l'as dit, est à 60-65% ce qu'elle était dans Le Seigneur des Anneaux par rapport à Seven Wonders. Est-ce qu'il pourrait avoir une extension dans Seven Wonders Duel? Je crois que ça serait possible. C'est sûr qu'il va y avoir des extensions. Là. Écoute, c'est certain. Thématiquement, il y a un potentiel de racheter des extensions. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit peut-être que dans les futures extensions, on va aller jouer peut-être un petit peu plus avec les cartes jaunes, qui étaient peut-être les cartes les moins intéressantes à prendre. En fait, tu en as besoin parce que tu as besoin des pièces pour pouvoir acheter les hauts lieux quand il te manque des compétences, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas les tours les plus le fun parce que tu prends 4 pièces et il ne se passe rien d'autre. Tu ne peux pas gagner avec ça. Tu ne fais pas évoluer ta game vers la victoire quand tu prends ça. Et je te fais une petite confidence qui n'est pas vraiment une confidence, là, mais c'est pas grave, je pense que tu n'es pas au courant. Mais ceux qui sont allés à SN cette année ont eu le droit à des tuiles hauts lieux bonus. Parce que tu disais tantôt qu'il y en a 7 dans le jeu. Ce qui représente les 7 merveilles. Mais il y en a eu des tuiles bonus qui donnaient à SN. J'en ai vu une en image, entre autres, qui est celle de
Hobbiton. Stellarium ludique, non? Non, celle de Hobbiton. Hobbiton, voyons, la contrée, la comté des Hobbits. Ouais, je vais finir par le dire comme il faut. L'illustration est vraiment superbe là, de Vincent Dutray, encore une fois. Et là, j'étais hyper jaloux. Je me disais, Colin, j'aurais dû aller à la SN pour avoir ça. Je pense qu'il y en a 2, je ne suis pas certain, mais j'ai cru voir 2 enveloppes. Mais bref, ceux qui sont allés à la SN sont chanceux. Ils vont avoir un jeu avec des pièces uniques qu'il n'y aura pas beaucoup de monde vont avoir. En terminant, Danny. Oui. Mettons que tu résumes ta pensée un petit peu sur ce que tu as pensé de Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Comment tu résumerais ça? Honnêtement, puis il y avait plusieurs personnes qui étaient un peu sur la défensive, puis on entend souvent ça. Est-ce qu'ils ont pris juste un jeu puis ils ont tagué une licence sur une boîte? Ce n'est pas le cas. Ils ont rajouté des styles différents, que ce soit la conquête de la Terre du Milieu, que ce soit les Nazgûl contre Sam et Frodon, qui font que j'aime ça. Le souk à la corde du bouclier de Seven Wonders Duel, j'aime beaucoup la tension de voir Sam et Frodon arriver vers la fin de la partie. Puis tu le sais, là, c'est toujours une pyramide qu'on tourne les cartes, il y a une carte cachée. Donc la tension qu'on peut avoir dans Seven Wonders, dans Seigneur des Anneaux Duel, moi c'est ce que j'aime le plus. Les trois objectifs de fin de partie peuvent nous créer une grosse tension, puis des fois, on perd la partie ou on gagne la partie sur une carte qui est tournée. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé du jeu, et ce qui fait que le jeu vient assez haut dans mon classement de jeu. Évidemment, Seven Wonders Duel, pour ceux qui le connaissent et qui ont toutes les extensions, c'est tellement un jeu développé, complexe, mais si vous avez envie d'être nostalgique d'un film qui a bercé votre enfance, dépendant de votre âge ou votre jeune vie d'adulte, je recommande vraiment le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Moi, je vais résumer ça en 4 mots-clés, Danny. OK? Ça va être moins long que moi, OK. Non, mais je vais en parler après, tu sais bien, je ne laisserai pas ça aller de même. Je le savais. Je vais dire simple, rapide, tendu, thématique. Pour moi, c'est les 4 mots-clés de Seven Wonders, de Seigneur des Anneaux Duel. On fait toute la même erreur. Duel pour la Terre du Milieu. Je trouve que le jeu, si on le compare à Seven Wonders Duel, est plus simple. Ils ont beaucoup simplifié les choses, donc il est plus facile d'approche pour les gens qui commenceraient dans ce genre de jeu-là. Il y a moins d'éléments à calculer. Exemple, combien de pièces ça va me coûter pour une pierre, qui tout en a 2. Bon. Fait, ils l'ont simplifié. Je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui veulent un jeu plus simple. Rapide. Je crois qu'il est plus rapide que Seven Wonders Duel aussi parce qu'il y a moins de choses à calculer, à déterminer, tout ça. Donc, à mon avis, c'est un jeu qui se met rapidement en place, qui joue très rapidement. Puis, on a enchaîné les parties et ça allait vite. Là. Une fois qu'on avait fait nos premières parties de découverte, après ça, c'est comme toc. C'était très rapide. Tu sais, ça dit 30 à 45 minutes sur BGG. Tu peux faire du 30 à 20 minutes, même si tu connais bien le jeu. Il n'y a pas de problème. Tendu. J'ai trouvé que la tension de Seven Wonders Duel, les jeux de duel étaient là, étaient bien présentes. J'ai eu l'impression que parce que, contrairement à Seven Wonders Duel, il n'y a pas de calcul de points, tu ne te casses pas la tête à compter les points à la fin. Ce qui arrive souvent dans Seven Wonders Duel. J'ai trop de bleu, fait que là, c'est ça, tu fais comme, je perds par les points. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que le jeu est plus tendu, c'est que tu ne vas pas te dire on va se rendre au comptage de points puis on verra qui gagne. Moi, je ne suis pas trop sûr qui mène. C'est tu gagnes ou tu perds, là, c'est sur plusieurs fronts. Là, c'est très tendu, ce volet-là. L'élément de tension de l'anneau est très, très fort, surtout quand tu joues la communauté de l'anneau, parce que tu ne peux pas t'éloigner du Nazgûl. Tu peux juste t'avancer vers la montagne. Donc, j'ai trouvé que cet élément-là de tension, que j'ai beaucoup aimé aussi, le contrôle de territoire de la Terre du Milieu. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Seven Wonders Duel. Et c'est un ajout que j'adore vraiment. C'est le fun parce que c'est visuel. Tu vois tes troupes sur la Terre du Milieu. Tu as vraiment, comme tu disais, un peu l'impression de revivre le film. Puis des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Les combats de troupes sont très, très simples aussi. Fait que c'est pas un... C'est les hauts lieux. Les hauts lieux, ça coûte très cher, mais ça permet de mettre beaucoup de troupes, des tours des troupes sur le plateau. Il y a des mouvements au chapitre 3. Donc, le plateau avec les troupes a rajouté quelque chose vraiment d'intéressant. Et mon dernier mot-clé, thématique, je trouve que la thématique est vraiment superbement bien intégrée au jeu. Je pense que ça fit dans toutes les cartes, l'anneau, la Terre du Milieu, le visuel, les illustrations. Je vais te dire que le thème est moins générique que Seven Wonders Duel, qui est comme la Grèce antique. Là, tu as vraiment un thème et ça marche, ça colle bien. Donc, pour les gens qui veulent un jeu
un petit peu plus simple, un petit peu plus rapide, avec une très bonne thématique qui garde un petit peu l'élément tension de Seven Wonders Duel. Je pense que c'est bingo pour moi. Là, ils ont réussi leur pari. Et est-ce que, la question qui nous reste peut-être à répondre, Annie, c'est est-ce que c'est assez différent pour garder les deux? Je croirais que oui. Considérant que Seven Wonders a 2 extensions, qui nous permet d'avoir une game vraiment, vraiment compliquée, qu'on calcule plein de choses et tout, par rapport à Le Seigneur des Anneaux, que si on le montre à quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de société, on pourrait dire, ou très peu de connaissances, c'est une entrée de gamme parfait, Le Seigneur des Anneaux. Je suis d'accord 100% avec toi. Moi aussi, je n'étais pas certain au début. Je me disais, je vais l'essayer, mais moi, Seven Wonders Duel, tu le sais, là, quand on a fait notre top 30, Seven Wonders Duel, c'est mon jeu de duel préféré à vie. Il est très, très haut dans mon top 30. Donc, tu sais, ça prend quelque chose de gros pour le déloger. Je pense pas que Seigneur des Anneaux Duel va le déloger, mais je pense que je vais le conserver parce que, à cause de ses qualités, justement, qui est plus thématique, qui est plus simple, plus rapide, je vais prendre des extensions. Ça va être très, très bienvenu pour moi. Je pense qu'il y a certainement plusieurs extensions qui peuvent s'ajouter à ce jeu-là. Je pense qu'ils vont probablement essayer de vouloir le garder quand même plus simple pour qu'il ait un petit peu sa niche, mais il est suffisamment différent pour garder les deux. Mais un ou l'autre pourrait aussi faire le travail. Tu sais, vous ne serez pas perdu. Mais pour moi, là, je pense que c'est suffisamment différent pour que je garde les deux. Je conserve les deux. Je ne pense pas qu'il y a un jeu pour les gouverner tous, malheureusement. Je pense qu'on va garder quand même notre collection de 7, 6, 8, 800, 1000 jeux. C'est tant mieux. On a plein de jeux, puis c'est ça qui est important, là, ouais. Nous, on a aimé le jeu. Et vous, si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à vous abonner sur la chaîne Les Deux Pions. On fait une vidéo à chaque lundi. Ouais. Et de nous faire un petit pouce. Faites plus de pouces, comme ça, la vidéo va se partager. On va avoir plus d'abonnés. Et Jeff? Et laissez-nous vos commentaires en dessous de la vidéo. On répond à tous vos commentaires. Et dites-nous comment vous avez trouvé le jeu. Est-ce que vous êtes, si vous n'avez pas joué, est-ce qu'il vous intrigue? Est-ce que vous avez le goût de l'essayer? Est-ce que vous dites non, j'ai Seven Wonders, je ne l'essayerai pas, ou on vous a convaincu de l'essayer? Dites-nous lequel des deux vous avez préféré et pourquoi. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et sur ce, on vous revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Bye tout le monde!